Le toxin de Saint-Germain-l'Auxerrois déchire la nuit parisienne. 2 heures du matin, le 24 août 1572. Ce n'est pas l'appel à la prière qui réveille les Parisiens, mais le signal du carnage. Dans les rues étroites de la capitale, des hommes armés d'épées, de dagues et de haches se ruent hors de leur maison. Une croix blanche cousue sur leur chapeau, un brassard blanc au bras. Ils savent exactement où aller. Des listes circulent depuis des jours. Les portes des maisons huguenotes sont déjà marquées. Au Louvre, Catherine de Médicis se tient debout dans la salle du conseil, entourée de ses conseillers les plus proches. La reine-mère, vêtue de son éternel noir de veuve, reste impassible tandis que les premiers cris montent de la ville. Son fils, le roi Charles IX, tremble comme une feuille dans un coin de la pièce, les yeux hagards, murmurant des prières incohérentes. Il a 22 ans et vient d'ordonner le massacre de milliers de ses sujets. Mais est-ce vraiment lui qui commande cette nuit? Les regards se tournent vers sa mère, cette femme de 53 ans au visage impénétrable, qui semble orchestrer la symphonie macabre qui se joue dans les rues de Paris. Les premiers coups frappent à la porte de l'amiral Gaspard de Coligny, le chef militaire des protestants français. L'homme qui, 2 jours plus tôt, avait échappé à une tentative d'assassinat. Cette fois, il n'y aura pas de miracle. Les gardes suisses du duc de Guise défoncent la porte de sa chambre. Le vieil amiral, encore affaibli par sa blessure, tente de se lever de son lit. L'épée qui le transperce met fin à 53 années d'une vie consacrée au service de la France. Son corps est jeté par la fenêtre et s'écrase dans la cour où l'attend Henri de Guise, dont le père avait été tué par les hommes de Coligny 9 ans plus tôt. La vengeance a le goût du sang. Mais Coligny n'est que le premier. Dans toute la ville, les tueurs méthodiques passent de maison en maison. Des familles entières sont exterminées dans leur sommeil. Des enfants sont arrachés des bras de leur mère pour être jetés dans la Seine. Le fleuve devient rouge du sang des victimes. Des marchands protestants, venus de toute la France pour assister au mariage royal qui devait sceller la paix entre catholiques et huguenots, sont égorgés dans leurs auberges. La noce de réconciliation s'est transformée en piège mortel. Car c'était bien un mariage qui avait attiré tous ces protestants à Paris. 6 jours plus tôt, Marguerite de Valois, la propre fille de Catherine de Médicis, avait épousé Henri de Navarre, le chef protestant du sud de la France. L'union devait symboliser la fin de 10 années de guerre civile religieuse. Les rues étaient alors décorées de fleurs, les cloches sonnaient la joie, et Catherine elle-même avait présidé aux festivités avec un sourire maternel. Comment cette célébration de la paix avait-elle pu se transformer en bain de sang? La tuerie ne se limite pas aux chefs protestants. La populace parisienne, chauffée à blanc par des années de prédications haineuses, se déchaîne avec une sauvagerie qui dépasse tout ce que les organisateurs du massacre avaient pu imaginer. Des voisins tuent des voisins. Des créanciers assassinent leurs débiteurs sous prétexte de religion. Un orfèvre protestant, Mathurin Lussot, voit ses propres apprentis catholiques entrer dans sa boutique pour le massacrer et piller ses biens. La folie meurtrière se propage comme une peste dans tous les quartiers de la ville. Au Louvre, les nobles protestants qui logeaient au palais pour le mariage sont rassemblés dans la cour. Henri de Navarre, le nouveau marié, est traîné devant le roi. On lui donne un choix simple, la conversion au catholicisme ou la mort. Le jeune prince de 20 ans, pragmatique, choisit la vie et la messe. Il sait que ce n'est qu'une comédie temporaire. D'autres n'ont pas cette chance. Les corps s'entassent dans les cours du palais royal, sous les fenêtres même où, quelques jours plus tôt, on dansait et festoyait. Les historiens débattront pendant des siècles du nombre exact de victimes. 3000 morts à Paris selon les estimations les plus prudentes, peut-être le double, et ce n'est que le début. La nouvelle du massacre parisien se répand dans le royaume comme une traînée de poudre. Lyon, Orléans, Rouen, Toulouse, Bordeaux, dans chaque ville, les catholiques locaux interprètent les événements de Paris comme un ordre royal d'extermination générale. La Saint-Barthélemy devient un massacre national qui durera des semaines et fera entre 10 000 et 30 000 victimes dans tout le royaume. L'Europe entière est sous le choc. À Rome, le pape Grégoire XIII fait chanter un Te Deum et frapper une médaille commémorative.
Philippe II d'Espagne, le roi le plus catholique, se permet un rare sourire de satisfaction. Mais dans les pays protestants, c'est l'horreur et la rage. Élisabeth Ier d'Angleterre reçoit l'ambassadeur français vêtu de noir en signe de deuil dans un silence glacial. Les princes allemands protestants parlent de croisade contre la France. La réputation du royaume est ruinée pour des générations. Au cœur de cette tempête, Catherine de Médicis reste étrangement calme. Elle écrit des lettres aux gouverneurs de province, tentant parfois de limiter les massacres, parfois les encourageant selon les circonstances locales. Elle justifie les événements comme une mesure préventive contre un complot protestant qui menaçait la vie du roi. Mais personne n'est dupe. L'Europe entière sait que c'est elle, l'Italienne, la Florentine, qui a orchestré ce carnage. La légende noire de Catherine de Médicis est née dans le sang de la Saint-Barthélemy. Comment cette femme, cette mère, cette reine, a-t-elle pu en arriver là? Comment celle qui avait tenté pendant des années de maintenir la paix religieuse en France a-t-elle pu ordonner ou permettre un tel massacre? Était-elle le monstre sanguinaire que ses ennemis dépeignent, ivre de pouvoir et assoiffé de sang? Ou était-elle une femme acculée, forcée de choisir entre deux catastrophes, optant pour ce qu'elle percevait comme le moindre mal, pour sauver la couronne de ses fils et l'unité du royaume? Pour comprendre la Saint-Barthélemy, pour comprendre Catherine de Médicis, il faut remonter le fil de sa vie extraordinaire. Il faut retourner 53 ans en arrière dans une Florence en flammes, où une petite fille orpheline apprend ses premières et plus cruelles leçons sur le pouvoir, la survie et le prix de la vulnérabilité. Car c'est là, dans les murs d'un couvent assiégé, que s'est forgée l'âme de celle qui deviendrait la reine noire de France. Florence, 1527. La plus riche cité d'Italie brûle sous le soleil de mai et la fureur de ses citoyens. Les Médicis, maîtres de la ville depuis 3 générations, viennent d'être chassés du pouvoir. Dans les rues, la foule pille leurs palais, brûle leurs portraits, martèle leurs armoiries sur les murs. Au milieu de ce chaos, une petite fille de 8 ans se terre dans le couvent des Murates, transformée en prison dorée. Elle s'appelle Catherine, et elle est la dernière héritière légitime de la dynastie déchue. Son histoire commence dans le sang, comme elle finira dans le sang. Sa mère, Madeleine de la Tour d'Auvergne, princesse française du plus haut rang, meurt 15 jours après l'avoir mise au monde. Son père, Laurent II de Médicis, duc d'Urbino, la suit dans la tombe 2 semaines plus tard, rongée par la syphilis et la tuberculose. À 1 mois, Catherine est orpheline. À 8 ans, elle est l'enjeu d'une partie mortelle entre les grandes puissances européennes. Car cet enfant n'est pas n'importe qui. Par son père, elle descend de Côme l'Ancien, le fondateur de la fortune des Médicis, ces banquiers devenus princes. Par sa mère, elle a du sang royal français, celui des Bourbons. Elle est aussi la nièce du pape Clément VII, né Jules de Médicis, qui depuis Rome tente désespérément de restaurer sa famille à Florence. Cette petite fille représente l'avenir de la dynastie, le dernier espoir de reconquête. Pour ses ennemis, elle est une menace à éliminer. Les nouveaux maîtres républicains de Florence comprennent la valeur de leur otage. Ils l'enferment dans différents couvents, la déplaçant selon les besoins politiques. Catherine apprend très tôt que sa vie ne lui appartient pas, qu'elle n'est qu'une monnaie d'échange dans les négociations entre son oncle le pape et la République florentine. Les religieuses qui s'occupent d'elle lui enseignent à lire, à écrire, à broder. Mais la vraie éducation de Catherine se fait dans l'observation silencieuse des intrigues qui l'entourent. 1529, l'empereur Charles Quint et le pape Clément VII s'allient pour reprendre Florence. La ville se prépare au siège. Dans les tavernes, dans les églises, les orateurs républicains chauffent la population contre les Médicis et leurs bâtardes, car pour beaucoup de Florentins, Catherine est illégitime, son père et sa mère n'ayant été mariés que secrètement à la française, sans témoin florentin.
Les plus extrémistes réclament sa mort. Le siège commence en octobre. Florence résiste héroïquement, mais la faim et la maladie font leur œuvre. Dans la ville affamée, la haine contre les Médicis atteint son paroxysme. Un jour, une foule en furie prend d'assaut le couvent de Catherine. Les émeutiers réclament qu'on livre la petite vipère des Médicis pour la pendre au rempart, ou pire encore, la livrer aux soldats dans un bordel pour déshonorer à jamais la lignée maudite. Les religieuses cachent l'enfant dans le clocher, puis dans les combles, la déguisent en novice. Catherine, 11 ans maintenant, entend les cris de mort qui montent de la rue. Elle voit par une lucarne les visages déformés par la haine. Cette nuit-là, tandis qu'elle tremble dans l'obscurité, attendant qu'on vienne la chercher pour la tuer, quelque chose se brise et se forge en même temps dans l'âme de la petite fille. La peur ne la quittera plus jamais, mais elle apprend à la transformer en force. Si elle survit, se jure-t-elle, plus jamais elle ne sera aussi vulnérable. Le magistrat de la République, plus sage que la foule, comprend que tuer l'enfant serait une erreur politique majeure. Catherine vivante vaut de l'or dans les négociations. Morte, elle ne vaudrait que la vengeance terrible du pape et de l'empereur. Il fait poster des gardes au couvent. Catherine est sauve, pour le moment. Mais la leçon est gravée dans sa chair. Le pouvoir, c'est la survie. Sans pouvoir, on est à la merci du premier venu. Août 1530. Florence capitule après 10 mois de siège. Les Médicis reviennent, portés par les lances espagnoles et allemandes. Catherine sort de son couvent-prison. Elle a 11 ans et l'expérience d'une femme de 50. Elle a vu la brutalité nue du pouvoir, la fragilité des alliances, la versatilité des foules. Elle a appris que les serments ne valent rien, que la religion est un masque pour les ambitions, que la seule loi qui compte est celle du plus fort. Son oncle, le pape Clément VII, l'a fait venir à Rome. Pour la première fois de sa vie, Catherine découvre le luxe, la vraie puissance. Le Vatican est un théâtre perpétuel où chaque geste a un sens, chaque sourire cache un poignard. Elle observe, absorbe, apprend. Le pape lui enseigne l'art de la dissimulation, cette vertu italienne qui consiste à ne jamais montrer ses vraies intentions. Elle apprend à sourire à ses ennemis, à flatter ceux qui la méprisent, à attendre son heure. Mais Clément VII a des projets pour elle. Cette orpheline est son atout maître pour nouer une alliance avec la France, contrepoids nécessaire à la puissance de Charles Quint. Les négociations commencent. Le roi François Ier de France a un second fils, Henri, duc d'Orléans. Un mariage unirait les Médicis à la couronne de France, donnant au pape un allié puissant et au roi de France l'accès aux richesses italiennes des banquiers florentins. Catherine apprend qu'elle va devenir française. À 13 ans, elle comprend que c'est sa chance de renaissance, loin de cette Italie qui a failli la dévorer. La France représente la sécurité, peut-être même le bonheur. Elle ne sait pas encore que les Français la mépriseront autant que les Florentins l'ont haï, qu'elle devra se battre pendant des décennies pour gagner sa place, que les leçons apprises dans les couvents de Florence lui serviront chaque jour de sa longue vie. L'enfant qui avait tremblé dans le clocher des Murates est devenue une jeune femme déterminée à ne plus jamais être une victime. Les chroniqueurs qui la rencontrent à cette époque décrivent une adolescente de taille moyenne, au teint pâle, aux yeux proéminents mais vifs et intelligents. Pas une beauté, mais une présence. Elle parle plusieurs langues, connaît les classiques, danse avec grâce. Surtout, elle a cette qualité rare. Elle sait écouter, observer, attendre. Octobre 1533, Marseille. Le port grouille d'une activité fébrile. 60 navires de la flotte pontificale viennent d'accoster, débarquant une suite de cardinaux, de prélats et de nobles italiens. Au centre de ce déploiement fastueux, Catherine de Médicis, 14 ans,
pose pour la première fois le pied sur le sol français. Elle porte une robe de velours violet brodée d'or, création des meilleurs artisans florentins. Dans ses coffres, un trousseau qui ferait pâlir une reine, dentelle de Venise, soierie de Milan, bijoux par centaines. Le pape Clément VII a mis le prix pour marier sa nièce. La rencontre avec son futur époux a lieu le lendemain. Henri, duc d'Orléans, a le même âge qu'elle. Grand, athlétique, le visage mélancolique, il s'incline poliment devant sa promise. Catherine fait la révérence, parfaite dans son exécution. Les chroniqueurs notent qu'ils font belle figure ensemble. Ce qu'ils ne notent pas, c'est le vide dans les yeux du jeune prince quand il regarde cette étrangère qu'on lui impose. Le mariage est célébré le 28 octobre par le pape en personne, dans la chapelle temporaire érigée pour l'occasion. François Ier, le roi de France, déborde d'enthousiasme. Pour lui, cette union est un coup de maître diplomatique. Le pape lui promet le duché de Milan, 3 villes italiennes, son soutien contre Charles Quint. Le roi embrasse sa nouvelle belle-fille, la proclame la plus belle fille de France. Catherine sourit, remercie, joue parfaitement son rôle. Elle a appris à Florence que les paroles aimables des puissants sont souvent les plus dangereuses. Le lendemain du mariage, selon la tradition, le roi et le pape viennent constater la consommation de l'union. Ils trouvent les jeunes époux au lit. Les draps portent les marques attendues. François Ier plaisante grassement sur la vigueur italienne. Ce que personne ne sait, c'est que ce sera l'une des rares fois où Henri partagera vraiment le lit de sa femme. Car le cœur du jeune prince est déjà pris, irrémédiablement, définitivement. Le voyage vers Paris révèle à Catherine l'ampleur du défi qui l'attend. Dans chaque ville traversée, les regards se font méfiants, parfois hostiles. Les Français n'aiment pas les Italiens, ces mangeurs d'artichauts qu'ils considèrent comme fourbes et efféminés. Pire, Catherine n'est même pas une vraie princesse à leurs yeux, juste la fille de marchands enrichis. Les dames de la cour murmurent sur son passage, critiquent ses robes trop riches, son accent, ses manières trop cérémonieuses. L'arrivée à la cour est un choc. Fontainebleau, le Louvre sont des palais magnifiques, mais leur splendeur est différente de celle de Rome. Ici, tout est plus grand, plus froid, plus martial. Les nobles français sont des guerriers qui parlent de bataille et de chasse, pas d'art et de philosophie, comme les Italiens. Catherine comprend qu'elle devra s'adapter ou périr socialement. Elle s'y emploie avec méthode. Elle apprend le français jusqu'à le parler sans accent. Elle étudie les généalogies des grandes familles, mémorise les alliances, les inimitiés, les secrets de chacun. Elle adopte les modes françaises tout en introduisant subtilement des raffinements italiens. Elle apporte à la cour l'usage de la fourchette, l'art de la table, les sorbets, les confitures fines. Elle organise des ballets, fait venir des artistes italiens. Lentement, elle commence à se créer une place. Mais un événement va tout changer. En 1534, le pape Clément VII meurt subitement. Avec lui, disparaissent toutes les promesses faites à François Ier. Pas de Milan, pas de villes italiennes, pas d'alliances privilégiées. Le nouveau pape, Paul III, n'a aucune obligation envers les Médicis. Catherine se retrouve brutalement dépouillée de sa valeur politique. Elle n'est plus que la nièce d'un pape mort, mariée sous de fausses promesses. La cour française ne cache plus son mépris. On l'appelle la Florentine, la fille du marchand, l'italienne. Certains courtisans suggèrent ouvertement que le mariage devrait être annulé pour fraude. François Ier, déçu et amer, la traite avec une politesse glaciale. La reine Éléonore d'Autriche la considère à peine. Les fils du roi la moquent. Catherine sourit, fait la révérence, ne montre rien de son humiliation. Le seul qui la traite avec une certaine gentillesse est, paradoxalement, le dauphin François. L'héritier du trône est maladif, introverti, mais il reconnaît en Catherine une âme sœur dans l'isolement. Ils parlent italien ensemble, discutent de livres,
de musique. Cette amitié fragile est son seul réconfort dans un océan d'hostilité. Puis, en août 1536, le destin frappe. Le dauphin François meurt subitement après avoir bu un verre d'eau glacée lors d'une partie de jeu de paume. « Empoisonnement !» crient certains. Le comte de Montecuccoli, son échanson italien, est arrêté, torturé, exécuté. Dans la paranoïa qui suit, tous les Italiens de la cour deviennent suspects. Catherine sent les regards accusateurs. N'est-elle pas italienne? N'avait-elle pas intérêt à voir son mari devenir l'héritier du trône? Mais la mort du dauphin fait effectivement d'Henri le nouveau dauphin et de Catherine, la future reine de France. Sa position s'améliore légèrement, mais reste précaire, car elle a un problème bien plus grave que la xénophobie de la cour. Après 3 ans de mariage, elle n'a toujours pas d'enfant. Et dans l'ombre, une femme observe, attend, sourit. Une femme de 37 ans, belle comme un marbre antique, qui tient le cœur d'Henri dans sa main depuis des années. Diane de Poitiers entre en scène, et avec elle, commence le vrai calvaire de Catherine. La jeune Florentine comprend qu'elle n'a pas seulement à conquérir sa place à la cour de France. Elle doit affronter un adversaire bien plus redoutable que les préjugés et les médisances. Elle doit affronter l'amour obsessionnel de son mari pour une autre femme, une rivale qui va faire de sa vie un enfer pendant 23 ans. Diane de Poitiers a 38 ans quand elle devient la maîtresse officielle du dauphin Henri. Elle en a 20 de plus que lui, mais elle possède cette beauté froide et parfaite des statues antiques, ce maintien aristocratique qui fascine la cour. Veuve du grand sénéchal Louis de Brézé, elle porte toujours le deuil de noir et blanc qui souligne sa pâleur de nacre. Henri l'adore depuis ses 15 ans avec une dévotion qui confine à l'idolâtrie. Il fait broder ses initiales entrelacées aux siennes sur ses vêtements, fait peindre des croissants de lune, symbole de Diane chasseresse, sur tous ses étendards. Catherine observe, impuissante, cette passion dévorante. Son mari vient dans son lit par devoir, quelques fois par an, accomplit son office conjugal avec la froideur d'un fonctionnaire, puis retourne immédiatement chez sa maîtresse. Diane, avec une cruauté raffinée, pousse même Henri à accomplir son devoir dynastique. Elle lui rappelle qu'il faut un héritier à la couronne. Après chaque visite conjugale, elle interroge Catherine sur ses règles avec une sollicitude feinte qui est pire qu'une gifle. 1537, 1538, 1539. Les années passent, le ventre de Catherine reste désespérément plat. La cour commence à murmurer. Une dauphine stérile est une anomalie, un danger pour la succession. François Ier, vieillissant et aigri, regarde sa belle-fille avec une irritation croissante. Cette Italienne ne sert à rien. Elle a coûté une fortune en dot, jamais payée, et ne remplit pas sa fonction première, donner des héritiers à la France. Catherine essaie tout. Les pèlerinages au sanctuaire réputé pour la fertilité, les eaux thermales de Cauterets, les médecins italiens avec leurs potions mystérieuses. Des astrologues qui lui promettent des enfants quand Jupiter sera en conjonction avec Vénus. Elle boit des décoctions d'urine de mule, porte des amulettes de mandragore, se soumet à des examens humiliants. Rien n'y fait. La rumeur de répudiation commence à circuler. Le roi pourrait faire annuler le mariage pour stérilité. Henri pourrait épouser une princesse fertile. Peut-être même Diane, si le pape accordait une dispense. Catherine entend les conversations qui s'arrêtent à son passage, voit les regards de pitié ou de mépris. Elle qui a survécu aux émeutes florentines se retrouve au bord du gouffre. Dans sa détresse, elle trouve un allié inattendu, le roi François Ier lui-même. Le vieux monarque, à quelques années de sa mort, développe une affection tardive pour cette belle fille courageuse qui endure son martyre avec dignité. Un jour, il la convoque. Catherine arrive.
certaine qu'il va lui annoncer la répudiation. Au lieu de cela, le roi la prend dans ses bras. « Ma fille, dit-il, j'ai été injuste avec vous. Restez, votre heure viendra. » Mars 1547, François Ier meurt au château de Rambouillet. Henri devient Henri II, roi de France. Catherine est reine. Mais c'est une reine fantôme. Diane de Poitiers reçoit le château de Chenonceau, les bijoux de la couronne, siège au Conseil royal. C'est elle qui distribue les charges, elle qui influence les décisions politiques. Elle a même l'audace de signer ses lettres « Diane de France ». Catherine doit subir l'humiliation de voir sa rivale porter les joyaux royaux dans les cérémonies officielles. Mais un miracle se produit. En 1543, après 10 ans de mariage, Catherine tombe enceinte. François naît en janvier 1544. Puis viennent Élisabeth en 1545, Claude en 1547, Louis et Charles. En 12 ans, elle donnera 10 enfants à Henri. Le ventre longtemps stérile devient prodigieusement fécond. Les médecins parlent d'un déblocage mystérieux, peut-être psychologique. Catherine, elle, sait que c'est sa volonté de faire qui a triomphé. Pourtant, même la maternité ne lui rend pas son mari. Henri continue d'adorer Diane, qui à 60 ans garde son empire sur lui. La favorite a l'intelligence de traiter la reine avec une courtoisie apparente, mais chaque geste est calculé pour rappeler la hiérarchie réelle. Elle conseille Catherine sur l'éducation des enfants royaux, comme si elle était la vraie mère. Elle assiste aux accouchements, tenant parfois la main d'Henri pendant que Catherine souffre. Catherine développe alors cette patience minérale qui la caractérisera toute sa vie. Elle observe, elle apprend, elle attend. Elle étudie les dossiers que le roi néglige, se familiarise avec les finances, la diplomatie, les équilibres complexes entre les grandes familles nobles. Elle correspond avec les ambassadeurs, cultive les artistes et les savants. Elle crée autour d'elle un réseau d'informateurs, de clients, d'obligés. Si elle ne peut pas être aimée, elle sera utile. Si elle ne peut pas régner sur le cœur du roi, elle apprendra à régner sur le royaume. Les enfants deviennent sa force et son projet. Elle les aime avec une passion farouche, protectrice, parfois étouffante. Chaque fils est un futur roi, chaque fille un atout diplomatique. Elle surveille leur santé avec une anxiété maladive, terrorisée à l'idée de les perdre comme elle a failli être perdue enfant. François l'aîné est fragile mais intelligent. Charles est nerveux, colérique. Henri, son préféré, montre des dispositions brillantes. Dans ses enfants, elle place tous ses espoirs de revanche, car Catherine n'oublie jamais les humiliations. Elle note dans sa mémoire chaque affront, chaque moquerie, chaque trahison. Un jour, se dit-elle, les rieurs riront moins. Un jour, cette Diane de marbre sera chassée comme elle, Catherine, a été chassée de Florence. Un jour, elle sera plus qu'une reine de nom. Elle sera le pouvoir même. En attendant, elle perfectionne son masque. Souriante, affable, maternelle. La bonne grosse Catherine qui ne fait d'ombre à personne. Les courtisans la sous-estiment, la négligent, la considèrent comme quantité négligeable. Ils ne voient pas l'intelligence aiguë qui calcule derrière les yeux protubérants la volonté d'acier sous les rondeurs maternelles. Ils ne comprennent pas qu'elle joue le jeu le plus long, celui qui se gagne non en années, mais en décennies. Cette décennie d'humiliation forge le caractère de Catherine plus sûrement que les dangers de son enfance florentine. Elle apprend que la dignité est une arme, que la patience est une stratégie, que survivre est déjà une forme de victoire. Chaque jour passé à supporter Diane, chaque nuit solitaire dans son lit royal, chaque cérémonie où elle doit sourire tandis qu'on l'ignore, ajoute une couche d'acier à son âme. 30 juin 1559. Paris célèbre 2 mariages royaux. Élisabeth, fille de Catherine, épouse par procuration Philippe II d'Espagne. Marguerite, sœur d'Henri II, s'unit au duc de Savoie.
La paix du Cateau-Cambrésis vient de mettre fin à 40 ans de guerre entre la France et l'Empire. Pour sceller ces alliances, Henri II a organisé 5 jours de festivités somptueuses. Le dernier jour, un tournoi est prévu rue Saint-Antoine, devant l'hôtel des Tournelles. Catherine se réveille ce matin-là avec une angoisse sourde. Depuis des semaines, elle supplie son mari de ne pas participer au tournoi. Nostradamus, son astrologue, a vu dans les astres un danger mortel. Un autre devin, Luca Gaurico, a prédit qu'Henri devrait éviter tout combat singulier dans sa 40e année. Le roi a 40 ans, mais Henri rit des superstitions de sa femme. Un roi de France ne recule pas devant une joute. L'après-midi est étouffant. Les tribunes sont pleines de nobles en habits de soie. Diane de Poitiers trône à la place d'honneur, portant les couleurs noir et blanc qu'Henri arbore sur son armure. Catherine, en retrait, serre les mains de ses enfants. Le roi a déjà rompu 2 lances avec succès contre le duc de Guise et le duc de Nemours. Il devrait s'arrêter là, mais l'orgueil le pousse à demander une 3e joute. Son adversaire est Gabriel de Montgomery, capitaine de la garde écossaise. Un jeune homme solide, bon jouteur. Les 2 cavaliers s'élancent. Le choc est violent. Les 2 lances se brisent. Mais un éclat de celle de Montgomery trouve le défaut de la visière royale, pénètre l'œil droit d'Henri, traverse le cerveau. Le roi vacille sur sa selle, s'effondre. La panique saisit les tribunes. Diane devient blanche comme sa robe. Catherine reste immobile, pétrifiée. On transporte le roi à l'hôtel des Tournelles. Les meilleurs chirurgiens du royaume sont convoqués. André Vézal lui-même, le père de l'anatomie moderne, arrive des Flandres. Pour comprendre la blessure, on fait décapiter 4 condamnés à mort et on leur plante des éclats de bois dans l'œil pour reproduire la trajectoire. Henri agonise pendant 10 jours. La gangrène s'installe. Le délire le prend. Il appelle Diane, puis Catherine, confond les 2 femmes. Le 9 juillet, il demande qu'on lui lise les prières des agonisants. Catherine reste à son chevet, tenant sa main. Diane attend dans l'antichambre, n'osant pas entrer. Le roi murmure quelque chose à l'oreille de sa femme. Les témoins croient entendre « Pardonnez-moi ». Le 10 juillet, à 1h de l'après-midi, Henri II expire. Catherine a 40 ans. En quelques heures, tout bascule. Son fils François II, 15 ans, malade et fragile, devient roi. Marie Stuart, sa belle-fille écossaise, devient reine de France. Les Guise, oncles de Marie, s'emparent immédiatement du pouvoir. Mais le premier geste de Catherine en tant que reine-mère est pour Diane de Poitiers. La favorite est dans sa chambre quand Catherine entre, vêtue du grand deuil blanc des reines de France. Pas un mot n'est échangé. Catherine tend la main. Diane comprend. Elle retire les bijoux de la couronne qu'elle porte depuis 12 ans, les dépose un à un dans la paume ouverte. Le château de Chenonceau, cadeau d'Henri, doit être rendu. Diane recevra en échange Chaumont-sur-Loire, plus petit, plus austère. En quelques minutes, 23 ans de domination s'effondrent. Diane de Poitiers, 60 ans, quitte la cour le jour même. Elle ne reviendra jamais. Catherine fait détruire l'hôtel des Tournelles, lieu maudit de la mort d'Henri. À sa place, elle ordonnera la construction de la place royale, future place des Vosges. Mais elle n'a pas le temps de savourer sa victoire sur sa vieille rivale. Le royaume est au bord du chaos. Les dettes de guerre s'élèvent à 40 millions de livres, 4 fois les revenus annuels de la couronne. Les nobles se rebellent contre les nouveaux impôts et surtout, le poison de la division religieuse commence à ronger la France. Les protestants qu'on appelle huguenots représentent maintenant près d'un dixième de la population. Des nobles puissants comme les Bourbons et les Châtillons ont embrassé la nouvelle foi. Face à eux, les ultra-catholiques, menés par les Guises, réclament leur extermination. François II,
manipulé par ses beaux-oncles, signe des édits de persécution. Les bûchers se multiplient. Catherine observe cette dérive avec inquiétude. Elle n'a pas d'attachement religieux profond. Pour elle, élevée dans l'Italie de la Renaissance où les papes avaient des maîtresses et des bâtards, la religion est affaire de politique, pas de foi. Elle voit le danger mortel que représente cette division pour ses fils et pour le royaume. Si les Français s'entretuent pour leurs prières, qui restera pour défendre la couronne? Mais pour l'instant, elle n'a pas le pouvoir d'agir. Les Guises contrôlent tout à travers le jeune roi et sa femme écossaise. Catherine ronge son frein, observe, attend. Elle sait que François II est tuberculeux, qu'il ne vivra pas longtemps. Elle prépare déjà la suite, établit des contacts secrets avec les protestants modérés, négocie avec les catholiques raisonnables. Elle commence à développer cette politique du juste milieu qui sera sa marque et sa malédiction. Décembre 1560. François II meurt d'un abcès à l'oreille qui a dégénéré en méningite. Il n'a régné que 17 mois. Charles IX, 10 ans, devient roi. Cette fois, Catherine est prête. Elle se fait immédiatement nommer gouvernante de France avec les pleins pouvoirs. Mary Stuart, veuve à 18 ans, est renvoyée en Écosse. Les Guises sont écartés du pouvoir. Pour la première fois de sa vie, à 41 ans, Catherine de Médicis tient vraiment les rênes. L'orpheline Florentine, l'épouse humiliée, la reine de l'ombre, devient enfin ce pourquoi le destin l'a préparée. Le véritable pouvoir derrière le trône de France. Elle a attendu 3 décennies pour ce moment. Mais le royaume qu'elle hérite est une poudrière. Les guerres de religion qui vont déchirer la France pendant 30 ans sont sur le point d'exploser. Catherine va devoir naviguer entre les extrêmes, jongler avec les factions, mentir, trahir, négocier, pour maintenir la couronne sur la tête de ses fils. Le prix qu'elle paiera sera terrible. L'histoire la jugera sévèrement. Mais à ce moment précis, debout dans la salle du trône du Louvre, elle ne pense qu'à une chose. Enfin, son heure est venue. Janvier 1561. Catherine de Médicis convoque les États généraux à Orléans. Pour la première fois depuis 76 ans, les 3 ordres du royaume se réunissent. La reine-mère, vêtue de son éternel deuil, monte à la tribune. Sa voix porte loin, claire et ferme. Elle parle de concorde, de tolérance, de paix civile. Les députés catholiques froncent les sourcils. Les protestants restent méfiants. Mais tous écoutent cette femme qui ose proposer l'impensable, que les Français cessent de s'entretuer pour leurs prières. Le royaume qu'elle gouverne au nom de son fils Charles IX est un corps malade, déchiré par la fièvre religieuse. D'un côté, les Guises mènent le parti catholique ultra. François de Guise, le balafré, héros des guerres d'Italie, commande une armée de fidèles prête à mourir pour la vraie foi. Son frère, le cardinal de Lorraine, contrôle une grande partie du clergé français. Ils ont l'appui de Philippe II d'Espagne, le champion du catholicisme européen, et du pape qui menace d'excommunication quiconque pactise avec l'hérésie. De l'autre côté, les Huguenots s'organisent. Louis de Condé, prince du sang, prend leur tête militaire. Gaspard de Coligny, amiral de France, devient leur stratège. Jeanne d'Albret, reine de Navarre, leur apporte son royaume pyrénéen comme sanctuaire. Ils ont l'appui financier des princes allemands protestants et d'Élisabeth d'Angleterre, trop heureuse de voir la France s'affaiblir. Catherine comprend le piège mortel. Si elle penche trop vers les catholiques, les protestants se rebellent et l'Angleterre intervient. Si elle favorise les Huguenots, les catholiques se soulèvent et l'Espagne envahit. Dans les 2 cas, la France est démembrée et ses fils perdent leur couronne. Elle choisit donc une 3e voie, celle du compromis perpétuel, de l'équilibre impossible. En septembre 1561, elle organise le colloque de Poissy. L'idée est révolutionnaire. Faire débattre théologiens catholiques et pasteurs protestants pour trouver un terrain d'entente. Théodore de Bèze, successeur de Calvin, affronte le cardinal de Lorraine.
On discute de la présence réelle dans l'Eucharistie, de la justification par la foi, du culte des saints. Catherine écoute ces disputes théologiques avec un ennui poli. Pour elle qui a vu les papes de la Renaissance vendre des indulgences pour financer leur palais, ces querelles sur la transsubstantiation sont absurdes. Le colloque échoue, évidemment. Les positions sont irréconciliables. Mais Catherine ne renonce pas. En janvier 1562, elle fait promulguer l'édit de janvier qui autorise le culte protestant hors des villes. C'est une révolution. Pour la première fois dans l'Europe moderne, un royaume catholique reconnaît officiellement le droit à une autre religion. Les ultra-catholiques crient à la trahison. Le pape fulmine, Philippe II menace. Mars 1562, Vassy, en Champagne. Le duc de Guise et ses hommes passent près d'une grange où des protestants célèbrent leur culte. Les insultes fusent, puis les coups. 74 huguenots sont massacrés. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans tout le royaume, les protestants prennent les armes pour se venger. La première guerre de religion commence. Catherine tente désespérément de maintenir la neutralité royale. Elle négocie avec Condé, parlemente avec Guise, envoie des émissaires partout. Mais les événements la dépassent. Les protestants s'emparent d'Orléans, de Lyon, de Rouen. Les catholiques ripostent. Les massacres se multiplient. Le baron des Adrets fait précipiter les catholiques du haut des tours. Les catholiques pendent les protestants aux arbres. La France sombre dans l'horreur. La reine-mère développe alors cette méthode qui fera sa légende noire. Jouer toutes les cartes, mentir à tous, promettre tout et son contraire. Elle écrit aux protestants qu'elle est leur protectrice, aux catholiques qu'elle défend la vraie foi. Elle négocie secrètement avec les Anglais tout en rassurant les Espagnols. Elle monte les uns contre les autres, espérant qu'ils s'épuiseront mutuellement. C'est la politique du diviser pour régner poussée à son paroxysme. Février 1563, François de Guise assiège Orléans. Un protestant fanatique, Paul Prodeméré, l'assassine d'un coup de pistolet dans le dos. Les catholiques accusent Coligny d'avoir commandité le meurtre. La haine entre les deux camps devient personnelle, irréconciliable. Catherine saisit l'occasion. Avec Guise mort et Condé prisonnier, elle impose la paix d'Amboise qui confirme une tolérance limitée. Mais la paix n'est qu'une trêve. Entre 1562 et 1570, 3 guerres de religion ensanglantent la France. À chaque fois le même cycle: provocation, massacre, bataille, négociation, paix bancale qui ne satisfait personne. Catherine voyage sans cesse à travers le royaume avec sa cour itinérante, tentant de maintenir l'autorité royale. Elle parcourt 30 000 kilomètres en 2 ans, dormant dans des lits différents chaque nuit, négociant, menaçant, séduisant. Elle développe un réseau d'espions sans égal en Europe. Son escadron volant, ces beautés de la cour qu'elle envoie séduire les nobles pour leur soutirer des secrets, devient légendaire. Elle perfectionne l'art de la dissimulation au point que personne ne sait jamais ce qu'elle pense vraiment. Les ambassadeurs étrangers la décrivent comme insondable, capable de pleurer sur commande, de feindre n'importe quelle émotion pour arriver à ses fins. Ses enfants deviennent ses pions sur l'échiquier politique. Elle marie Marguerite au protestant Henri de Navarre pour apaiser les Huguenots. Elle pousse Henri, son fils préféré, vers le trône de Pologne pour lui créer un royaume de rechange. Elle surveille Charles IX, de plus en plus instable, qui oscille entre des crises de violence et des moments de faiblesse maladive. Mais malgré tous ses efforts, la situation empire. Les massacres deviennent plus sauvages. Des provinces entières échappent au contrôle royal. Les nobles utilisent la religion comme prétexte pour régler leurs vieux comptes. L'économie s'effondre.
Les paysans, écrasés d'impôts pour financer les guerres, se révoltent. La France, que Catherine essaie de maintenir unie, se désagrège sous ses yeux. En 1570, après la paix de Saint-Germain, qui donne aux protestants des places fortes, Catherine pense avoir enfin trouvé l'équilibre. Les Huguenots ont leur liberté de culte et leur garantie. Les catholiques gardent le contrôle de l'État. C'est un compromis bancal, mais c'est un compromis. Elle ne sait pas encore que le pire est à venir, que tous ces efforts de modération vont voler en éclats dans le sang de la Saint-Barthélemy. Août 1571. L'amiral de Coligny entre au Conseil royal. Cette scène aurait été impensable 2 ans plus tôt. Le chef militaire des protestants, l'homme que les catholiques accusent d'avoir fait assassiner François de Guise, siège maintenant à côté du roi de France. Charles IX, 21 ans, écoute avec fascination ce vieux guerrier qui lui parle de gloire militaire, de conquête, d'une grande guerre contre l'Espagne qui unirait tous les Français contre l'ennemi commun. Catherine observe cette nouvelle amitié avec une inquiétude croissante. Elle a ramené Coligny à la cour pour équilibrer l'influence des Guises, pas pour qu'il devienne le nouveau maître de son fils. Mais Charles IX, instable et influençable, voit en Coligny le père qu'Henri II n'a jamais été. Il l'appelle « mon père », passe des heures avec lui, néglige sa mère. Pour la première fois depuis qu'elle gouverne, Catherine sent le pouvoir lui échapper. La situation devient critique quand Coligny commence à pousser son projet de guerre contre l'Espagne. Attaquer les Pays-Bas espagnols, soutenir les rebelles flamands, créer un front protestant de l'Angleterre aux principautés allemandes. Le plan a une logique: unir les Français divisés contre un ennemi extérieur. Mais Catherine sait que c'est de la folie. La France, épuisée par 10 ans de guerre civile, endettée, divisée, n'a aucune chance contre la machine de guerre espagnole. Philippe II d'Espagne a les trésors du Nouveau Monde, les tertiaux invincibles, le soutien du pape. Une guerre contre lui serait un suicide national. Pire, elle donnerait aux ultra-catholiques français le prétexte pour se soulever avec l'appui espagnol. Le royaume serait pris en tenaille entre l'invasion extérieure et la guerre civile. Mais Charles IX, grisé par les discours de Coligny, veut sa guerre, sa gloire, sa place dans l'histoire. Le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, prévu pour août 1572, devient le catalyseur de la catastrophe. Catherine a voulu cette union pour sceller la réconciliation nationale. Mais l'arrivée à Paris de milliers de gentilshommes huguenots pour la noce transforme la capitale en poudrière. Les Parisiens, fanatiquement catholiques, voient leur ville envahie par les hérétiques. Les prêcheurs tonnent en chair contre cette union impie. Les Guises, humiliés de voir les meurtriers de leur père triompher, attisent la haine. Le 18 août, le mariage est célébré sur le Paris de Notre-Dame. Marguerite, catholique, ne peut épouser un hérétique dans la cathédrale. Henri de Navarre, narquois, attend dehors pendant la messe. Les festivités qui suivent sont tendues. Catholiques et protestants se côtoient dans les bals et les banquets, mais l'atmosphère est électrique. Des rixes éclatent dans les tavernes, des provocations fusent dans les rues. Paris est un baril de poudre qui n'attend qu'une étincelle. Catherine comprend le danger, mais ne peut plus reculer. Renvoyer les protestants maintenant serait avouer l'échec de sa politique de réconciliation. Mais les laisser à Paris avec Coligny qui pousse le roi à la guerre, c'est risquer de perdre définitivement le contrôle. Elle tente une dernière manœuvre, convaincre Coligny de modérer ses positions, d'accepter un compromis. L'amiral refuse. Il a le roi, il a l'avenir. Pourquoi négocierait-il avec cette vieille femme qui a fait son temps? Le 20 août, Catherine réunit un conseil secret. Y participent son fils Henri d'Anjou, le duc de Nevers, le maréchal de Tavannes. La décision prise cette nuit-là reste controversée. Éliminer Coligny? L'intimider? Le forcer à quitter Paris? Les historiens débattent encore. Ce qui est sûr, c'est que le 22 août au matin, Coligny sort du Louvre, après une séance du Conseil.
Rue des Poulies, un arquebusier tire depuis une fenêtre. La balle fracasse le bras de l'amiral et lui arrache un doigt. Coligny survit. C'est la catastrophe pour Catherine. Si elle a commandité l'attentat, elle a échoué. Si elle ne l'a pas fait, elle sera quand même accusée. Les protestants crient vengeance. Henri de Navarre et Condé exigent justice. Charles IX, fou de rage, jure de punir les coupables. Il se rend au chevet de Coligny qui, du fond de son lit, désigne les Guises comme responsables. Mais les regards des Huguenots se tournent vers le Louvre, vers la Reine-Mère. La nuit du 23 août est celle de toutes les angoisses. Les protestants s'arment, parlent de marcher sur le Louvre pour demander justice. Les catholiques parisiens s'arment aussi, persuadés que les hérétiques préparent un massacre. Les Guises mobilisent leurs partisans. La milice bourgeoise est sur le pied de guerre. Dans cette atmosphère d'apocalypse imminente, Catherine convoque un conseil d'urgence. La scène qui suit reste l'une des plus controversées de l'histoire de France. Dans la chambre du roi, Catherine, ses conseillers et Charles IX débattent jusqu'à l'aube. Les protestants vont se venger. Il faut frapper en premier. Non, il faut négocier. Mais ils sont armés, ils vont attaquer. Le roi oscille entre la fureur et la panique. Catherine argumente, supplie, menace. Les versions divergent sur qui a dit quoi, qui a convaincu qui. Ce qui est certain, c'est qu'au petit matin du 24 août, Charles IX donne l'ordre. Pas un massacre général, affirmeront plus tard les survivants du Conseil, juste l'élimination des chefs protestants, une frappe chirurgicale pour décapiter la rébellion avant qu'elle n'éclate. Mais dans Paris surchauffé, dans cette ville où la haine couve depuis des années, la distinction entre l'exécution ciblée et le massacre général va vite disparaître. Catherine se tient à la fenêtre du Louvre quand les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois commencent à sonner. Elle voit les torches s'allumer dans les rues, entend les premiers cris. Elle a voulu contrôler la situation, canaliser la violence, sauver la couronne et le royaume. Mais la violence, une fois déchaînée, ne se contrôle plus. Ce qui devait être une opération limitée devient un massacre sans frein. La Saint-Barthélemy commence. La Reine-Mère reste impassible tandis que Paris sombre dans l'horreur. A-t-elle des remords? Des regrets? Son visage ne trahit rien. Elle a joué sa dernière carte dans une partie impossible. Elle a choisi ce qu'elle pensait être le moindre mal pour sauver ses fils et leur couronne. L'histoire la jugera. Pour l'instant, elle regarde Paris brûler et se tait. Tout ce qu'elle a tenté de construire, sa politique de modération, son rêve d'une France réconciliée, tout s'effondre dans le sang de cette nuit d'août. Les portes de la chambre de Coligny volent en éclats sous les coups de hache. Le duc de Guise a envoyé ses meilleurs hommes, les Suisses de Besme, pour finir le travail raté 2 jours plus tôt. L'amiral, debout malgré ses blessures, fait face à ses assassins avec le courage d'un dieu soldat. « Êtes-vous Coligny » demande Besme. « Je le suis. Jeune homme, tu devrais respecter mes cheveux blancs et ma vieillesse. » L'épée s'enfonce dans sa poitrine. Le corps est jeté par la fenêtre. En bas, Henri de Guise essuie le sang du visage du cadavre pour s'assurer de son identité. La tête sera coupée et envoyée au pape. Au Louvre, Charles IX tremble de tous ses membres. Le jeune roi comprend soudain l'ampleur de ce qu'il a déclenché. Il court à la fenêtre, voit les feux dans la ville, entend les hurlements. Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Il se tourne vers sa mère. Catherine reste de marbre. Nous avons sauvé votre couronne, mon fils, et maintenant, il faut assumer. Elle sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. La violence déchaînée doit aller jusqu'au bout, sinon les survivants se vengeront. Dans les rues de Paris, la folie meurtrière dépasse tout ce que même les plus pessimistes avaient imaginé. Ce n'est plus une exécution politique, c'est une explosion de haine accumulée pendant des années.
Les milices bourgeoises, la croix blanche au chapeau, enfoncent les portes marquées à la craie. Des familles entières sont massacrées. Le libraire Nicolas Grudet voit ses 7 enfants égorgés sous ses yeux avant d'être pendus. Pierre Ramus, le célèbre philosophe, est jeté du haut de sa fenêtre au collège de Presles, son corps traîné dans la boue et démembré par les étudiants. La Seine devient le tombeau de milliers de victimes. Les corps s'accumulent contre les piles des ponts, formant des barrages macabres. L'eau devient si rouge que les Parisiens refusent de la boire pendant des semaines. Des enfants jouent avec des têtes coupées. Des femmes enceintes sont éventrées. Un orfèvre protestant est forcé d'avaler de l'or fondu. La barbarie n'a plus de limite. Catherine tente de reprendre le contrôle. Elle envoie des ordres pour protéger certains protestants utiles au royaume, les banquiers, les artisans de talent. Trop tard. La machine de mort a sa propre logique. Les gardes royaux eux-mêmes participent au carnage. Le prévôt des marchands distribue des armes aux émeutiers. Les ordres de modération se perdent dans le chaos. Paris est devenu un abattoir à ciel ouvert. Au château, les nobles protestants venus pour le mariage sont parqués dans la cour. Henri de Navarre et le prince de Condé sont traînés devant le roi. Charles IX, l'épée à la main, écume de rage. La messe, la mort ou la Bastille. Henri de Navarre, pragmatique, comprend qu'il faut survivre d'abord, se venger ensuite. Il abjure. Condé résiste 3 jours avant de céder. Ils resteront prisonniers dorés à la cour pendant 4 ans. Le massacre s'étend en province. Lyon, Orléans, Rouen, Toulouse, Bordeaux. Chaque ville interprète les événements parisiens comme un ordre royal d'extermination. À Lyon, les protestants sont enfermés dans les couvents puis égorgés méthodiquement. À Orléans, ils sont noyés par centaines dans la Loire. Les gouverneurs royaux sont débordés. Certains tentent de protéger les Huguenots, d'autres participent activement aux tueries. Le royaume sombre dans une anarchie sanglante. Catherine écrit lettre sur lettre. Au gouverneur, elle donne des ordres contradictoires selon les situations locales. À certains, elle demande de protéger les protestants paisibles. À d'autres, elle suggère de laisser la justice populaire suivre son cours. Aux ambassadeurs étrangers, elle maintient la version officielle. Un complot protestant a été découvert. Le roi a dû agir pour sauver sa vie et son trône. Personne n'est dupe, mais la raison d'État a ses exigences. Le bilan exact ne sera jamais connu. 3000 morts à Paris, peut-être 5000. 10 000 dans tout le royaume, peut-être 30 000. Les chiffres importent moins que le traumatisme. La Saint-Barthélemy brise définitivement l'espoir d'une France réconciliée. Les protestants survivants se radicalisent. Les monarchomaques théorisent le droit de résistance aux tyrans. La guerre civile, que Catherine voulait éviter, devient inévitable et totale. L'Europe protestante est horrifiée. Élisabeth d'Angleterre porte le deuil. Les princes allemands rompent leurs relations diplomatiques. Même l'empereur Maximilien II, pourtant catholique, condamne les massacres. En revanche, Philippe II d'Espagne rit pour la première fois de sa vie, dit-on. Le pape Grégoire XIII fait chanter un Te Deum et commande une fresque célébrant le massacre des Huguenots pour les salles du Vatican. Charles IX ne se remettra jamais de cette nuit. Il fait des cauchemars, voit du sang partout, entend les cris des victimes. Il dépérit, tousse du sang, délire. Que de sang, que de morts, qu'on m'a donné un méchant conseil. Il meurt, 2 ans plus tard, à 24 ans, rongé par la tuberculose et le remords. Sur son lit de mort, il demandera pardon à Dieu et maudira ceux qui l'ont poussé au crime. Catherine, elle, ne montre aucun signe de faiblesse. Elle a fait ce qu'elle pensait devoir faire pour sauver la couronne et le royaume. Si le prix était le massacre de milliers d'innocents, c'est un prix qu'elle était prête à payer. Dans sa logique implacable de raison d'État,
Mieux valait une saignée contrôlée qu'une guerre civile totale. Que l'histoire la juge. Elle a protégé ses fils et maintenu leur trône. Pour une mère, pour une reine, n'est-ce pas l'essentiel? Mais au fond d'elle-même, comprend-elle que sa victoire est une défaite? Que le sang de la Saint-Barthélemy a souillé à jamais la monarchie française? Que ses fils paieront le prix de cette nuit maudite? Son visage reste impénétrable. La Reine Noire est née dans le sang de Paris. Catherine de Médicis entre dans la légende, mais c'est une légende de terreur et d'infamie qui la poursuivra jusqu'à sa mort et au-delà. Mai 1574. Charles IX agonise au château de Vincennes. Le jeune roi de 24 ans crache le sang, délire, appelle sa nourrice huguenote qui l'a protégé pendant la Saint-Barthélemy. Catherine veille son fils jour et nuit, lui éponge le front, lui tient la main. Il la regarde avec des yeux hallucinés. « Madame, que de sang, que de mort. Ah, que j'ai eu un méchant conseil. » Elle ne répond rien. Que pourrait-elle dire? Que ce conseil c'était elle? Que ce sang était le prix de la survie de la dynastie? Le 30 mai, Charles expire dans un dernier râle. Catherine n'a pas le temps de pleurer. Henri, son fils préféré, est en Pologne où elle l'a fait élire roi. En attendant son retour, elle doit tenir le royaume. Elle se fait nommer régente, gouverne de fait pendant 4 mois dans un vide constitutionnel. Les protestants se soulèvent dans le Midi. La 4e guerre de religion commence. Le royaume que Catherine a cru sauver par le massacre se déchire plus que jamais. Henri III arrive enfin de Pologne en septembre. Catherine retrouve l'enfant qu'elle a toujours chéri, celui en qui elle a placé tous ses espoirs. Intelligent, cultivé, raffiné, il semble le prince idéal pour réconcilier la France. Mais Henri a changé. Les fastes de la cour polonaise, la liberté dont il a joui loin de sa mère, l'ont transformé. Il veut régner seul, sans la tutelle maternelle. Pour la première fois, Catherine doit reculer. Le nouveau roi la déçoit rapidement. Au lieu de la poigne de fer qu'attend le royaume, Henri III montre une indécision maladive. Il passe des heures en dévotion mystique, organise des processions de pénitents, se fait flageller en public, puis il se livre à des fêtes extravagantes avec ses « mignons », ces jeunes nobles efféminés qui scandalisent la cour. Les libelles le traitent de roi-femme, d'inverti, de sorcier. Catherine voit avec horreur la monarchie perdre son prestige. Mais le coup le plus dur vient en 1576. Henri de Navarre, prisonnière à la cour depuis la Saint-Barthélemy, s'évade. Il rejoint les protestants du Sud, abjure le catholicisme forcé, reprend la tête du parti huguenot. Tout le sang versé 4 ans plus tôt n'a servi à rien. Les protestants sont plus forts que jamais, contrôlent la moitié sud du royaume, ont leur roi, leurs armées, leur place forte. Face à eux se dresse maintenant un nouveau danger, la Ligue catholique menée par Henri de Guise, fils du Balafré. Les ultra-catholiques ne font plus confiance aux Valois, ces rois faibles qui pactisent avec l'hérésie. Ils veulent un roi vraiment catholique, quitte à changer de dynastie. Le spectre de la déposition plane sur Henri III. Catherine voit le piège se refermer. Ses fils sont pris entre deux feux, les protestants et les ligueurs. 1584. François d'Alençon, le dernier fils de Catherine, meurt de tuberculose. C'était un être médiocre et comploteur, mais c'était le dernier héritier mâle des Valois. Henri III n'a pas d'enfant et n'en aura jamais. La dynastie pour laquelle Catherine a tout sacrifié va s'éteindre. L'héritier légitime du trône est maintenant Henri de Navarre, le protestant, le survivant de la Saint-Barthélemy. Catherine tente l'impossible, convaincre Henri de Navarre de se convertir au catholicisme pour pouvoir hériter. Elle voyage jusqu'en Gascogne, négocie pendant des mois. Henri la reçoit avec respect, l'écoute, sourit, refuse poliment. Il sait que son heure viendra.
il sait aussi que Catherine n'a plus la force de l'arrêter. La vieille reine-mère, maintenant 67 ans, obèse, malade, comprend qu'elle a échoué. Les mémorialistes qui la rencontrent à cette époque décrivent une femme usée, bouffie, mais dont l'intelligence reste vive. Elle continue à négocier, à intriguer, à tenter de maintenir un équilibre impossible. Mais elle n'est plus écoutée. Henri III la tient à l'écart. Les Guises la méprisent. Les protestants ne lui font pas confiance. Elle est devenue une relique d'un temps révolu, la survivante d'une politique qui a échoué. Mai 1588, la journée des barricades. Les Parisiens, soulevés par la Ligue, dressent des barricades contre le roi. Henri III doit fuir sa capitale. Catherine, malade, reste à Paris pour négocier avec les ligueurs. Elle traîne son corps douloureux d'un palais à l'autre, supplie, menace, promet. Mais que peut une vieille femme contre la fureur populaire? Le 23 décembre, Henri III fait assassiner Henri de Guise au château de Blois. Catherine est dans son lit, terrassée par une pleurésie, quand on lui annonce la nouvelle. « Il l'a fait », murmure-t-elle. « Dieu veuille qu'il s'en trouve bien. Mais je crains qu'il ne se soit donné la mort à lui-même. » Elle sait que son fils vient de signer son arrêt de mort. Sans les Guises, il n'a plus d'appui catholique. Sans appui catholique, il ne peut résister aux protestants. Le royaume va basculer. 5 janvier 1589. Catherine de Médicis expire au château de Blois. Ses derniers mots, dit-on, sont pour la France. Que deviendra ce pauvre royaume? Elle meurt comme elle a vécu, pensante au pouvoir, à l'État, à la couronne. Peu de gens la pleurent. Les ligueurs la maudissent comme la mère du tyran. Les protestants se souviennent de la Saint-Barthélemy. Henri III est trop occupé à survivre pour porter le deuil. 7 mois plus tard, Henri III est assassiné par Jacques Clément, un moine fanatique. Le dernier des Valois meurt en désignant Henri de Navarre comme son successeur. L'ironie est totale. La couronne pour laquelle Catherine a tout sacrifié passe à celui qu'elle a tenté de faire tuer 17 ans plus tôt. Henri IV devient roi de France. Il se convertira au catholicisme, Paris vaut bien une messe, réunifiera le royaume, promulguera l'édit de Nantes qui garantit la liberté religieuse. Catherine avait raison sur le fond. La France avait besoin d'un roi fort au-dessus des partis religieux. Mais sa méthode, le massacre, l'a déshonorée à jamais. Elle a cru pouvoir contrôler la violence, l'utiliser comme un outil politique. Elle a découvert que la violence déchaînée échappe à tout contrôle et dévore ceux qui l'ont libérée. Ses fils sont morts sans héritier. Sa dynastie s'est éteinte. Son nom reste associé au plus grand massacre de l'histoire de France. 4 siècles ont passé depuis que Catherine de Médicis a fermé les yeux au château de Blois. Son corps, d'abord enterré dans une fosse commune à cause des troubles de la Ligue, fut plus tard transféré à Saint-Denis par Henri IV. Même dans la mort, elle reste controversée. Les révolutionnaires de 1793 profaneront sa tombe, jetteront ses ossements dans une fosse avec ceux des autres rois et reines de France, comme si l'histoire voulait effacer jusqu'à ses restes. Pourtant, Catherine de Médicis reste l'une des figures les plus fascinantes et complexes de l'histoire européenne. Pour ses détracteurs, elle est la reine noire, la serpente de Florence, l'empoisonneuse, la massacreuse de la Saint-Barthélemy. Les pamphlets protestants la dépeignent en Jézabel moderne, assoiffée de sang protestant. Les catholiques ultras la maudissent comme la protectrice des hérétiques qui a affaibli la vraie foi. Même Balzac, 3 siècles plus tard, en fera l'incarnation du machiavélisme féminin. Mais cette légende noire cache une réalité plus complexe. Catherine fut d'abord une survivante. Orpheline à 1 mois, otage à 8 ans, épouse humiliée pendant 23 ans, elle a appris que le pouvoir était la seule garantie de survie. Quand elle l'a enfin obtenu, elle l'a exercé avec une détermination de fer, non pour elle-même, mais pour ses enfants, et pour ce qu'elle percevait comme l'intérêt de la France.
Sa politique de tolérance religieuse était révolutionnaire pour l'époque. Dans une Europe où chaque royaume imposait une religion unique, elle a tenté de faire coexister catholiques et protestants. L'édit de janvier 1562, qui accordait la liberté de culte aux protestants, précède de 36 ans l'édit de Nantes d'Henri IV. Si elle avait réussi, la France aurait évité 30 ans de guerre civile. Son échec ne doit pas masquer la modernité de sa vision politique. Catherine incarnait la raison d'État avant Richelieu, le pragmatisme politique avant Mazarin. Elle comprenait que l'intérêt du royaume dépassait les querelles religieuses, que la stabilité valait mieux que la pureté doctrinale. Cette vision, scandaleuse pour son temps, deviendra la doctrine de la monarchie absolue française. Paradoxalement, c'est en voulant sauver la monarchie traditionnelle qu'elle a contribué à la moderniser. Son réseau d'espions préfigure les services secrets modernes. Sa diplomatie tous azimuts annonce l'équilibre européen du XVIIe siècle. Son usage de la culture comme instrument de pouvoir, ses ballets de cour, ses fêtes somptueuses, crée le modèle que Louis XIV portera à la perfection à Versailles. Catherine fut aussi une mécène exceptionnelle. Elle a fait construire les Tuileries, agrandi le Louvre, créé la plus belle collection d'art de son temps. Elle a introduit en France l'art de vivre italien, la fourchette, les artichauts, les glaces, les confitures fines. Elle a protégé Ronsard, encouragé les artistes, financé les savants. La France lui doit une partie de ce raffinement qui fera sa gloire culturelle. Mais c'est la Saint-Barthélemy qui reste sa marque indélébile dans l'histoire. Fut-elle l'instigatrice du massacre ou fut-elle dépassée par les événements? Les historiens débattent encore. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a choisi la violence d'État face à ce qu'elle percevait comme une menace existentielle. Ce choix l'a déshonorée à jamais, mais pose une question éternelle. Jusqu'où peut-on aller pour sauver l'État? Où se situe la frontière entre la nécessité politique et le crime? Henri IV, celui-là même qui a survécu à la Saint-Barthélemy, aura sur elle un jugement nuancé. C'était une grande reine, dira-t-il, si elle n'était née dans un temps si malheureux. Il comprend, lui qui devra aussi naviguer entre les extrêmes, que Catherine fut moins un monstre qu'une femme dépassée par des forces qu'elle ne pouvait contrôler. Car c'est peut-être là la vraie tragédie de Catherine de Médicis. Elle a cru pouvoir contrôler l'histoire, manipuler les passions humaines comme des pièces sur un échiquier. Elle n'a pas compris que les forces religieuses qu'elle tentait de domestiquer étaient plus puissantes que toute sa science politique. Elle a voulu être Machiavel, elle n'était que Sisyphe, poussant éternellement le rocher de la paix pour le voir retomber dans la guerre. Son histoire résonne étrangement avec notre époque. Dans un monde à nouveau déchiré par les fanatismes religieux, face à des sociétés fracturées par des visions irréconciliables, la question de Catherine reste la nôtre. Comment gouverner quand le consensus est impossible? Comment maintenir l'unité quand la division est plus forte que tout? Peut-on sauver la paix par la guerre? Le compromis par la violence? Catherine de Médicis n'a pas trouvé les réponses. Elle a navigué à vue dans la tempête, prenant les décisions qu'elle croyait nécessaires, payant le prix de ses erreurs. Elle a échoué sur l'essentiel. Ses fils sont morts sans postérité, sa dynastie s'est éteinte, son nom reste souillé par le sang. Mais elle a réussi sur un point crucial. La France a survécu. Déchirée, ensanglantée, mais vivante. Était-elle le monstre sanguinaire de la légende ou une femme courageuse dépassée par son époque? Était-elle une visionnaire incomprise ou une cynique assoiffée de pouvoir? La réponse n'est pas simple. Catherine de Médicis fut tout cela à la fois. Mère aimante et politique impitoyable, protectrice des arts et ordonnatrice de massacres,
femme de paix et déclencheuse de guerre. Son parcours, de l'orpheline Florentine à la reine-mère toute-puissante, reste l'une des trajectoires les plus extraordinaires de l'histoire européenne. Elle a prouvé qu'une femme pouvait gouverner aussi bien et aussi mal qu'un homme. Elle a montré que le pouvoir n'a pas de sexe, seulement une logique implacable qui broie ceux qui croient la maîtriser. Alors, Catherine de Médicis, monstre ou visionnaire? Criminelle ou femme d'État? L'histoire ne juge pas, elle constate. Elle constate qu'une femme a tenu la France à bout de bras pendant 30 ans de chaos. Elle constate que cette femme a utilisé tous les moyens, y compris les plus atroces, pour maintenir l'unité du royaume. Elle constate que sans elle, la France aurait peut-être explosé en principauté rivale, comme l'Allemagne de la même époque. La Reine Noire emporte ses secrets dans la tombe. Mais son ombre plane encore sur nous, nous rappelant que le pouvoir est un poison qui corrompt même les meilleures intentions, que la violence d'État, même justifiée par la raison d'État, laisse des cicatrices indélébiles, et que parfois vouloir tout sauver conduit à tout perdre.